Le fermier a donné ses terres à une famille que personne ne voulait chez lui. À l'aube, des centaines de personnes avaient arrivé et attendaient pour répondre à ce qu'il avait fait. Mais debout là, ce matin-là, regardant la fumée s'élever de leur campement de fortune à la lisière de sa propriété, Dalton Mercer ne savait pas s'il était sur le point de les sauver ou de détruire tout ce qu'il avait mis 20 ans à construire. La femme refusait de le regarder. Ses enfants se cachaient derrière ses jupes usées et quelque part au loin, le bruit des chevaux qui approchaient signifiait que le temps pour prendre une décision. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son choix allait amener tout un peuple à sa porte avant que le soleil ne se lève à nouveau. 3 jours plus tôt, Dalton les avait trouvés. Il longeait la clôture quand il aperçut une fine traînée de fumée dans l'air matinal. Au début, il crut que c'étaient des vagabonds de passage. Puis il vit les abris, à peine plus qu'une toile tendue entre des branches mortes, et la femme accroupie près d'un feu qui dégageait plus de fumée que de chaleur. 2 enfants étaient assis près d'elle. Le garçon, âgé d'environ 8 ans, observait Dalton avec des yeux qui trahissaient une méfiance excessive pour son âge. La fille, plus jeune, se blottissait contre sa mère. Dalton resta sur son cheval, une main posée sur le pommeau. La femme ne se leva pas, ne s'enfuit pas. Elle se contenta de fixer les flammes vacillantes comme s'il n'était pas là. Il reconnut la façon dont elle se tenait, fière, même si elle n'avait plus aucune raison de l'être. Il avait déjà vu ce genre de dignité il y a longtemps. Dans un autre visage qui ressemblait trop au sien, sa poitrine se serra. « Vous êtes sur une propriété privée, » dit-il d'une voix calme. La femme serra les mâchoires, mais ne répondit pas. Le garçon se déplaça pour se placer entre Dalton et sa mère. Ses petites mains se crispèrent en poing. Dalton jeta un coup d'œil au campement. Pas de nourriture, pas de provisions. La toile de l'abri était trouée, le vent soufflait à travers. Ces gens n'étaient pas de paysage. Ils n'avaient nulle part où aller. « Il y a une ville à une demi-journée à l'est, dit-il. Vous y trouverez de l'aide. » La femme le regarda enfin. Ses yeux étaient sombres, brûlants d'une émotion qui n'était pas de la colère. C'était pire que ça. C'était du refus. « Nous n'avons pas besoin d'aide, dit-elle. Sa voix était calme, mais tranchante comme du verre brisé. « Nous serons partis demain matin, mentit-elle. Dalton pouvait le voir à la façon dont ses mains tremblaient et au regard vide des enfants. Il aurait dû s'en aller. Il aurait dû les laisser partir comme elle l'avait promis. Mais quelque chose l'en empêcha. Quelque chose qui ressemblait à un poids qui lui écrasait la poitrine, l'empêchant de respirer. Il avait fait une promesse, il y a 20 ans, à un homme dont il voyait encore le visage lorsqu'il fermait les yeux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. La femme hésita. Puis, comme si ce mot lui coûtait quelque chose, elle répondit « Kimla ». La gorge de Dalton se assécha. Ce nom, il connaissait ce nom. Pas le sien en particulier, mais la famille dont il venait, le sang qu'il portait. Il regarda à nouveau le garçon, puis la fille, et vit la ressemblance qu'il avait essayé d'ignorer. Ses mains se crispèrent sur le volant. Ce n'était pas une coïncidence. C'était tout autre chose. Quelque chose qui ressemblait au passé qui revenait le saisir à la gorge. Mais avant qu'il puisse parler, le bruit des sabots résonna à travers la plaine. 3 cavaliers apparurent sur la crête, se dirigeant droit vers eux. Et Dalton sut à cet instant que tout allait empirer. Les 3 cavaliers arrivèrent rapidement, soulevant de la poussière qui resta suspendue dans l'air comme un avertissement. Dalton les reconnut avant qu'ils ne s'approchent. Warren Hayes chevauchait en tête, flanqué de ses 2 fils. Ils étaient propriétaires des terres au sud et Warren avait clairement fait savoir à plusieurs reprises ce qu'il pensait des visiteurs indésirables. Dalton descendit lentement de cheval, se plaçant entre les hommes qui approchaient et le campement de Kimimela. Warren arrêta son cheval à 10 mètres de distance. C'était un homme corpulent, au visage buriné par des années passées à plisser les yeux face au soleil. Son regard balaya le campement, puis se posa sur Dalton avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. « Tu as perdu, Mercer, » dit Warren, « ou tu es juste aveugle. »« Ils partent, » dit Dalton, « c'est vrai. » Warren jeta un coup d'œil derrière lui à Kimimela, qui se tenait maintenant debout, une main sur l'épaule de son fils. « Je ne crois pas qu'ils partent. On dirait plutôt qu'ils s'installent. D'ici demain matin, » dit Dalton. Elle a donné sa parole. Warren cracha dans la terre. Sa parole. Il le dit comme si cette phrase n'avait aucune valeur.
Tu sais ce qui se passe quand tu les laisses rester ne serait-ce qu'une nuit? D'autres viennent, puis d'autres encore après. Avant même de t'en rendre compte, tu as tout un campement sur tes terres et bonne chance pour t'en débarrasser. La mâchoire de Dalton se crispa. J'ai dit qu'elle partait et je dis que tu fais une erreur. Warren se pencha en avant sur sa selle. Nous avons une entente ici, Mercer. Nous prenons soin des nôtres. Cela signifie que nous gardons nos terres exemptes de personnes qui n'y ont pas leur place. Elle a des enfants, dit Dalton doucement. Moi aussi, répondit Warren en se redressant. Et je pense à leur avenir, au genre de territoire que nous leur laisserons. Si vous voulez que votre terre soit envahie, c'est votre choix. Mais quand cela s'étend à la mienne, cela devient mon problème. L'un des fils de Warren se déplaça sur sa selle, la main glissant vers le fusil attaché à sa ceinture. Le mouvement était décontracté, presque absent, mais Dalton le remarqua. Derrière lui, le fils de Kimimala s'avança, les petites poings toujours serrées. « Takakota », dit Kimi d'un ton sec. Le garçon se figea mais ne recula pas. Warren le remarqua et sa bouche esquissa quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Un enfant courageux. Stupide, mais courageux. Ça suffit, dit Dalton. Le mot sortit plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Warren l'observa longuement. Puis il secoua la tête. Tu es un imbécile, Mercer. Tu l'as toujours été. Ton cœur tendre te fera tuer un jour. Il fit demi-tour avec son cheval, suivi par son fils. Mais avant de partir, Warren se retourna. Au lever du soleil, dit-il, s'ils sont toujours là, je reviendrai avec plus que des mots. Les trois hommes disparurent derrière la crête, ne laissant derrière eux que de la poussière et de la tension. Dalton resta immobile, sentant le poids de ce qui venait de se passer s'abattre sur lui comme un manteau lourd. Il leur avait fait gagner du temps, peut-être 12 heures. Après cela, Warren reviendrait, et il ne viendrait pas seul. Il se tourna vers Kimla. Elle croisa son regard avec le même refus brûlant. Mais maintenant, il y avait autre chose derrière. De la peur, pas pour elle-même, mais pour ses enfants. « Tu devrais partir, dit-elle. » Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. « Ce n'est pas ton combat. » Dalton regarda le garçon. Takakota, qui montait toujours la garde malgré sa taille minuscule, regarda la petite fille qui jetait un œil derrière la jupe de sa mère, les yeux de grands yeux affamés. Il y a 20 ans, un homme lui avait sauvé la vie. Un homme qui n'avait aucune raison de le faire, qui avait tout risqué pour sortir Dalton d'une situation dans laquelle il s'était mis par arrogance et stupidité. Cet homme avait la même expression que Kimala avait maintenant, la même dignité enveloppant le désespoir. Dalton avait promis, dans un dernier souffle avant de s'évanouir à cause de la perte de sang, qu'il rembourserait cette dette, que si cet homme avait un jour besoin de quoi que ce soit, Dalton serait là. L'homme s'appelait Kuruk et il était le père de Kimimala. « C'est mon combat, dit Dalton doucement. « Plus que tu ne le penses, répondit Kimimala en plissant les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Mais avant que Dalton puisse répondre, Takakota prit la parole, sa jeune voix rompant la tension. « Nous ne partirons pas, dit le garçon. Peu importe ce que les gens disent, cette terre appartenait à mon grand-père. Ma mère me l'a dit et personne ne peut nous enlever ça. » Ces mots frappèrent Dalton comme un coup de poing dans la poitrine, car le garçon avait raison. Cette terre appartenait à Kuruk il y a 20 ans, avant que les frontières ne soient tracées, que les papiers ne soient signés et que tout ne change. Avant que Dalton ne l'achète sans savoir sur quelle terre il se trouvait. Et maintenant, debout devant la fille et les petits-enfants de Kuruk, Dalton réalisait ce qu'il devait faire. La seule façon de rembourser sa dette, la seule façon de réparer les choses, c'était de tout rendre. Dalton se rendit en ville alors que le soleil montait dans le ciel. Chaque kilomètre ajoutait du poids à ce qu'il s'apprêtait à faire. Lorsqu'il arriva au bureau des terres, ses mains étaient fermes, mais son esprit était envahi par toutes les raisons pour lesquelles c'était fou. Le greffier, un homme mince nommé Paulson, qui classait des documents dans cette région depuis 30 ans, leva les yeux de son bureau avec l'expression de quelqu'un qui avait tout vu 2 fois. « Je dois déposer une demande de transfert, » dit Dalton. Paulson prit un formulaire sans lever les yeux. « Vente ou achat? » « Donner. » Cela attira l'attention de Paulson. Il posa son stylo et étudia Dalton comme s'il essayait de déterminer si l'homme était ivre ou simplement stupide. « Donner, » répéta lentement Paulson. « C'est-à-dire sans échange d'argent. C'est exact. »« À qui? »« À une femme nommée Kimla. » Dalton l'épela. « Je n'ai pas encore de nom de famille,
mais j'en aurai un. Paulson se cala dans son fauteuil, tapotant du bout des doigts sur son bureau. Ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, Mercer. Vous comprenez ce que vous faites. Une fois que j'aurai rempli ce formulaire, ce sera fait. Vous ne pourrez pas revenir en arrière si vous changez d'avis. Je sais, et les terres en question. Toutes, Dalton a dit tous les hectares que je possède. Paulson a cessé de tambouriner. Vous donnez toute votre ranch, oui, à une femme que vous venez de rencontrer, à la fille d'un homme qui m'a sauvé la vie il y a 20 ans. Paulson l'a observé longuement, puis il secoua la tête et sortit les formulaires appropriés. C'est votre choix, Mercer, mais j'ai besoin de son nom complet et elle doit signer. Vous devez tous les deux être présents. Je l'amènerai avant le coucher du soleil. Vous feriez mieux de le faire avant que Warren Hayes n'en entende parler, marmonna Paulson. Cet homme va avoir son mot à dire. Dalton quitta le bureau avec les papiers non signés pliés dans la poche de son manteau. Le trajet du retour lui sembla plus long que celui de l'aller. Chaque coup de sabot était un compte à rebours vers le moment où Kimela devrait choisir entre sa fierté et la survie de ses enfants. Lorsqu'il arriva au campement, elle était en train de rassembler le peu qu'il possédait. L'abri en toile était déjà démonté. Le feu était éteint. Fidèle à sa parole, elle se préparait à partir. Takakota l'aperçut le premier. Le garçon se plaça à nouveau devant sa mère. Même attitude défensive, même courage inutile, Dalton mit pied à terre et sortit les papiers de sa poche. « Vous avez dit que cette terre appartenait à votre grand-père, » dit-il en regardant Kimimela. « Vous aviez raison. C'était le cas. » Ses mains s'immobilisèrent sur le paquet qu'elle était en train d'attacher. « Votre père était Kurok. » Dalton continua. « Il y a 20 ans, il m'a sorti d'un ravin après que mon cheval m'ait désarçonné. Je m'étais cassé la jambe et fêlé les côtes. Je me vidais de mon sang. Il ne me connaissait pas. Il n'avait aucune raison de m'aider, mais il l'a fait quand même. Il m'a porté sur 3 kilomètres jusqu'à la colonie la plus proche. Il est resté jusqu'à ce qu'il sache que je survivrais. » Le visage de Kimela était indéchiffrable, mais ses jointures étaient devenues blanches là où elle agrippait la toile. Avant qu'il ne parte, je lui ai fait une promesse. Dalton a dit que si lui ou sa famille avaient besoin de quoi que ce soit, je serais là. Il a ri. Il a dit que les promesses faites par des hommes mourants ne comptaient pas. Mais j'étais sincère. Mon père est mort il y a 6 ans, a dit Kimmy doucement. Je sais, j'ai entendu. Dalton a tendu les papiers. Cette terre lui appartenait avant que le territoire ne soit arpenté, avant que les frontières ne soient tracées et vendues à des hommes comme moi qui ne savaient pas ce qu'ils prenaient. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux le rendre. Kimla fixait les documents comme s'il risquait de prendre feu entre ses mains. Ce sont des papiers de transfert, dit Dalton. Signez-les et cette terre devient la vôtre. Tout. La maison, le corral, les droits sur l'eau, tout. Pourquoi? Le mot sortit brusquement, teinté de suspicion. Parce que c'est la bonne chose à faire, répondit simplement Dalton. Et parce que votre père m'a sauvé la vie. C'est ainsi que je rembourse ma dette. Kimla ne bougea pas. Elle ne tendit pas la main vers les papiers. Je ne veux pas de ta culpabilité, dit-elle. Il ne s'agit pas de culpabilité. La voix de Dalton était calme. Il s'agit de honneur. Ton père l'avait compris. Je pense que toi aussi. Takakota regardait entre eux, la confusion se lisant sur son jeune visage. La petite fille avait cessé de pleurer et observait la scène, les yeux écarquillés. « Si je signe ces papiers, dit Kimmy lentement, qu'est-ce qui t'arrivera? Je partirai. » Dalton répondit, « Je trouverai du travail ailleurs, je l'ai déjà fait. Et Warren Hayes n'aura aucune raison de se plaindre. La terre t'appartiendra légalement. Il pourra la détester autant qu'il voudra, mais il ne pourra rien y faire. » Kimla baissa les yeux vers ses enfants. Takakota, qui s'efforçait d'être courageuse, et sa fille, trop jeune pour comprendre ce que signifiait vraiment la faim. Puis elle regarda le campement, la toile usée et le feu froid, et le poids impossible de les maintenir en vie un jour de plus. Quand elle finit par prendre les papiers, sa main tremblait. Ils se rendirent en ville ensemble, en silence. Kimimela était assise raide sur sa selle, les papiers serrés contre sa poitrine. Takakota et sa sœur chevauchaient à deux sur le cheval de Dalton, le garçon le regardant toujours avec ses yeux méfiants. Paulson classa les papiers avec la même efficacité impassible qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Une fois cela fait, il tendit une copie à Kimimela et regarda Dalton. « Vous venez de vous rendre sans domicile, Mercer. »
Je sais, répondit Dalton. Ils rentrèrent alors que le soleil commençait à descendre. Lorsqu'ils arrivèrent à la propriété, Kimia s'arrêta à la limite de ce qui était désormais son terrain et se tourna vers lui. « Mon frère doit être mis au courant, dit-elle. Ton frère, Nishoba, c'est lui qui dirige notre peuple maintenant. Si je ne lui dis pas ce que tu as fait, quelqu'un d'autre le fera et il viendra chercher des réponses. » Dalton acquiesça. « Dis-lui tout ce que tu as besoin de lui dire. » L'expression de Kimimala s'adoucit légèrement. Ce n'était pas de la gratitude, mais quelque chose de plus compliqué que cela. Peut-être la reconnaissance d'une dette admise, sinon entièrement remboursée. « Il voudra te rencontrer, dit-elle, pour comprendre pourquoi. »« Alors je serai là, dit Dalton. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la nouvelle se répandrait plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. À la tombée de la nuit, un écrivain atteindrait le campement de Noba avec la nouvelle de ce qui s'était passé et que le chef prendrait une décision qui amènerait non seulement lui, mais tous les membres de son peuple dans cette région avant l'aube pour être témoins, comprendre et honorer une dette qui était plus profonde que ce que Dalton ou Kimla avaient réalisé. Le messager arriva au campement de Nishoba alors que la nuit tombait sur le territoire. Il mit pied à terre rapidement, haletant, et se dirigea directement vers la plus grande habitation, où la lueur du feu scintillait à travers l'ouverture. Nishoba était assis avec 3 anciens, discutant des mouvements de la saison à venir. C'était un homme forgé par des décisions difficiles et des hivers rigoureux, dont le visage reflétait toutes les années passées à diriger. Lorsque le cavalier entra, il leva les yeux avec le genre de patience qui vient du fait de savoir que les mauvaises nouvelles finissent toujours par arriver. « Parle, dit Nishoba. » L'écrivain jeta un coup d'œil aux anciens, puis revint vers Nishoba. « C'est à propos de votre sœur. » L'expression de Nishoba ne changea pas, mais quelque chose se transforma dans l'air. Il posa le morceau de cuir sur lequel il travaillait et accorda à l'écrivain toute son attention. Qu'y a-t-il au sujet de Kimla? Un éleveur lui a donné ses terres, toutes ses terres. Il a signé les papiers aujourd'hui en ville. Elle en est désormais légalement propriétaire. Pendant un long moment, personne ne parla. Le feu crépitait. Dehors, les enfants jouaient dans les dernières lumières du jour. Leur voix portait dans le vent. « Quel éleveur? » demanda Nishoba doucement. « Un homme nommé Dalton Mercer possédait la propriété au nord du territoire Hayes. » L'un des anciens se pencha en avant. « Pourquoi ferait-il cela? »« On dit qu'il avait une dette, » répondit l'écrivain. À l'évocation de Kurok, Nishoba serra les mâchoires en entendant le nom de son père. Il se leva lentement, son ombre s'étirant sur les murs de la maison. « Depuis combien de temps Kimla est-elle là? » demanda-t-il. « 3 jours, peut-être 4, et elle n'a pas donné de nouvelles. Je suppose qu'elle avait l'intention de le faire. » Finalement, Nishoba sortit, au air frais de la nuit caressant son visage. Derrière lui, les anciens le suivirent, ainsi que d'autres personnes qui avaient entendu des voix s'élever et étaient venues voir ce qui justifiait cette interruption. Sa sœur avait toujours été têtue, fière au point d'en être douloureuse. Après la mort de leur père, elle avait refusé l'aide de quiconque, insistant pour suivre son propre chemin, même si cela signifiait que ses enfants souffraient de la faim. Anshoba avait essayé de la ramener dans la tribu plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Mais Kimla répondait toujours la même chose. Elle ne voulait pas être un fardeau. À présent, un étranger avait fait ce que son propre frère n'avait pas pu faire. Il lui avait donné la seule chose qui lui apportait la sécurité, une terre. Pas n'importe quelle terre, mais celle qui avait autrefois appartenu à leur père avant que les frontières et les papiers ne la lui volent. « Que veut cet homme en échange? » demanda Anshoba. L'écrivain secoua la tête. « Rien. C'est ce que disent les gens. Il l'a simplement donné et est parti. Il lui a dit que c'était de la bonne chose à faire. » Nishoba regarda le camp, son peuple qui se préparait pour la nuit. Les familles rassemblées autour des feux, les anciennes partageant leurs histoires avec les enfants. C'était ce que son père avait combattu pour protéger. Ce sentiment d'appartenance de chez soi, et un étranger venait de le rendre à la fille de Kurok. L'une des femmes âgées, une femme nommée Ayana, qui connaissait Kurok depuis son enfance, s'approcha de Nishoba. « Ton père a parlé d'un homme une fois, » dit-elle doucement. « Il y a de nombreuses années, il avait dit avoir sauvé quelqu'un de la mort, un jeune éleveur assez imprudent pour s'aventurer seul dans une région dangereuse. Kurok en avait ri, mais je me souviens qu'il avait dit que cet homme avait de l'honneur,
qu'il avait juré une dette qu'il n'avait pas besoin de jurer. Neshoba se tourna vers elle. « Tu penses que c'est le même homme? »« Je pense que ce genre de dette ne se oublie pas, » dit Ayana. « Pas pour les hommes qui ont de l'honneur. » Neshoba resta silencieux, réfléchissant à ce que cela signifiait. Une dette remboursée, une promesse tenue. Dans un monde où leur peuple avait été opprimé, brisé et promis des choses qui ne se sont jamais réalisées, voici un homme qui avait tout abandonné pour tenir sa parole. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait tout, dit-il en regardant les visages rassemblés qu'il observait, attendant ses instructions. À l'aube, dit Neshoba, sa voix portant à travers le camp. Nous partons tous à cheval, tous ceux qui peuvent monter à cheval. L'un des jeunes hommes s'avança. Pourquoi? Si Kimala a des terres, elle est en sécurité. Nous n'avons pas besoin d'intervenir. Ce n'est pas une ingérence. Neshoba répondit. C'est un témoignage. Un homme a honoré notre père en tenant une promesse que la plupart auraient oubliée. Cela mérite d'être reconnu. Cela mérite d'être vu. Ayana acquiesça lentement. Les anciennes coutumes. Quand quelqu'un fait preuve d'honneur, tous doivent le reconnaître, exactement. Le regard d'Neshoba balaya son peuple. Nous partons pour montrer à cet homme que ce qu'il a fait est important, que l'honneur a encore un sens. Et pour qu'il comprenne bien que Kimia n'est pas seule, elle a une famille, un peuple, et nous protégeons les nôtres. Le camp s'agita soudainement. Les préparatifs commencèrent immédiatement. On rassembla les chevaux. Les provisions furent emballées. Les enfants posèrent des questions. Leurs parents répondirent d'une voix grave et sérieuse. Mais dans un coin de l'esprit de Neshoba, une autre pensée tournait en boucle. Warren Hayes possédait des terres près de la propriété de Mercer, et Hayes était connu pour ses opinions sur qui avait sa place sur ce territoire et qui n'y avait pas sa place. Si Hayes contestait la revendication de Kimla, il y aurait des problèmes. Le genre de problème qui nécessitait plus que des mots pour être résolu, et c'était précisément pour cette raison que Neshoba avait l'intention d'arriver avec suffisamment de personnes pour faire réfléchir Hayes à deux fois avant de se lancer dans quelque chose qu'il ne pourrait pas mener à bien. À l'aube, il partirait. Et quoi qu'il arrive ensuite, Kimla saurait qu'elle n'était pas seule pour y faire face. Dalton ne dormit pas. Il s'assit sur le porche de la maison qui n'était plus la sienne, regardant le ciel nocturne laisser lentement place aux premières lueurs de l'aube. La propriété s'étendait devant lui, familière d'une manière qui rendait son départ aussi douloureux que s'arracher la peau. Mais elle ne lui appartenait plus. Il l'avait cédée. À l'intérieur, Kimmy et ses enfants dormaient dans de vrais lits pour la première fois depuis des mois. Lorsqu'elle avait franchi la porte pour la première fois, elle s'était figée, comme si le fait de franchir le seuil pouvait enfreindre une règle tacite. Takakota n'avait pas cette hésitation. Le garçon courut directement vers la pièce principale, les yeux écarquillés devant le mobilier simple, le vrai toit au-dessus de sa tête, la cheminée en pierre qui pouvait accueillir un vrai feu. La petite fille dont Dalton avait appris le nom, Elu, avait pleuré, non pas de tristesse, mais à cause de quelque chose qui ressemblait à un soulagement si profond qu'il en était douloureux à porter. Kimimala était restée debout dans l'embrasure de la porte sans rien dire, se contentant de regarder Dalton avec une expression qu'il ne pouvait définir. Puis elle avait emmené ses enfants à l'intérieur et fermé doucement la porte derrière elle. Dalton avait passé la nuit dehors sous des étoiles qui semblaient plus proches qu'elles n'auraient dû l'être. Maintenant, alors que la lumière commençait à envahir le paysage, il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Kimimala sortit sur le porche, enveloppée dans une couverture. Elle s'était lavée, ses cheveux étaient tressés, son visage trahissait une fatigue profonde. « Tu aurais dû dormir à l'intérieur, dit-elle. Je ne me sentais pas à l'aise. C'est ta maison, c'était. » Dalton la corrigea doucement. Plus maintenant. Kimala s'assit à côté de lui, gardant une certaine distance entre eux, mais pas autant qu'avant. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Ils regardèrent simplement le ciel passer du noir au bleu profond, puis à la couleur de la fumée. « Mon frère arrive, dit Kimla. « Enfin, Dalton acquiesça. Je me doutais qu'il viendrait. Il amène tout le monde. » Cela fit se retourner Dalton pour la regarder. « Tout le monde? C'est ce qu'il fait quand quelque chose d'important se produit. Quand l'honneur doit être témoigné, il amène toute la tribu pour que tout le monde voie. Tout le monde s'en souvient. Sa voix était calme mais douce. Tu devrais le savoir. Il ne vient pas pour te remercier.
Ils viennent pour comprendre pourquoi tu as fait cela et pour s'assurer que personne n'essaie de le reprendre. Hayes, dit Dalton. Oui. Si Warren revient avec ses hommes, mon frère veut s'assurer que nous ne sommes pas seuls. L'horizon était plus clair maintenant. Dalton pouvait distinguer la clôture, les arbres lointains, la silhouette du terrain sur lequel il avait travaillé pendant 20 ans. Je ne veux pas d'une guerre à cause de ça, dit-il. Alors tu aurais dû y penser avant de donner ton ranch. Le ton de Kimala n'était pas cruel, juste factuel. Ce territoire ne pardonne pas la gentillesse. Les gens comme Warren y voient une faiblesse. Ce n'était pas de la gentillesse, dit Dalton. C'était une dette. C'est la même chose pour les hommes comme lui. Des pots s'approchaient du sud, rapides et lourds. Dalton se leva, sa main se dirigeant instinctivement vers sa hanche où son fusil aurait dû se trouver, mais il l'avait laissé à l'intérieur, ne voulant pas accueillir Dawn armée. 3 cavaliers apparurent à travers la brume matinale. Warren Hayes et ses fils, pile à l'heure. Warren freina brusquement lorsqu'il vit Dalton et Kimala debout ensemble sous le porche. Son visage passa par plusieurs expressions avant de se fixer sur la colère. « C'est quoi ce bordel, Mercer? C'est elle qui possède cette terre maintenant, » dit Dalton d'un ton neutre. « J'ai déposé les papiers légalement hier. Ça te pose un problème? Va voir ça avec le bureau territorial. » Le cheval de Warren trépigna, sentant la tension de son cavalier. « Tu es en train de me dire que tu as donné tout ton ranch à une femme que tu ne connais même pas. C'est la fille de Kuruk. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Kuruk est mort depuis 6 ans. Les dettes ne meurent pas avec leurs créanciers. » Warren semblait vouloir cracher, mais il se retint. Son regard passa de Dalton à Kimala, puis à la maison derrière eux, calculant, pesant les options. « Tu es un imbécile, Mercer. Tu sais ce que ça signifie? Tu viens d'inviter toutes les familles déplacées du territoire à squatter des terres cultivables, dans l'espoir de recevoir des aides. Elle ne squatte pas, dit Dalton. Elle en est propriétaire pour l'instant. La voix de Warren baissa. Mais la terre a tendance à changer de main, surtout quand les gens ne savent pas comment la conserver. La menace était claire. Kimimela s'avança, les épaules droites malgré la couverture qui l'entourait, et la faisait paraître plus petite qu'elle ne l'était. « Je sais comment conserver ce qui m'appartient, » dit-elle. Warren sourit, mais il n'y avait aucun humour dans ce sourire. « Nous verrons bien. » Il fit faire demi-tour à son cheval, suivi par son fils. Mais avant de partir, l'un d'eux se retourna et dit quelque chose que Dalton ne put entendre. Warren acquiesça. Une fois qu'ils furent partis, Kimala expira l'air qu'elle retenait depuis un moment. « Ils reviendront, dit-elle. Je sais. Avec plus d'hommes, je sais. Heureusement que mon frère en amène aussi davantage. » Dalton regarda vers l'est, dans la direction d'où viendrait Nishoba. Le soleil se levait à présent, peignant le ciel de nuances de rouge et d'or. Et à l'horizon, à peine visible dans la lumière matinale, il les vit. Des cavaliers, des dizaines d'entre eux se déplaçant en formation, réguliers et déterminés, Kimala les vit aussi. Elle se redressa, la couverture tombant de ses épaules. « Ils sont là, » murmura-t-elle. Et ils continuèrent à arriver, de plus en plus nombreux, jusqu'à ce que l'horizon semble rempli d'eux. Ce n'était pas une armée, ni une menace, mais quelque chose de complètement différent. Un peuple venant voir à quoi ressemblait l'honneur. Ils arrivèrent en silence. Pas de cris de guerre, pas de menaces, juste le bruit régulier de centaines de chevaux avançant à travers la plaine. Alors que le soleil montait dans le ciel, Dalton se tenait à la lisière de la propriété, les regardant approcher. Derrière lui, Kimala serra ses enfants contre elle. Les yeux de Takakota étaient écarquillés, mais pas de peur, de reconnaissance. C'était son peuple qui arrivait comme un fleuve impossible à arrêter. Les cavaliers formèrent un large demi-cercle, s'arrêtant à 50 mètres de la maison. Pas assez près pour être menaçant, mais assez près pour être indubitable. Un mur de témoins. Un homme s'avança seul. Il portait une coiffe qui l'identifiait comme chef, mais c'était la façon dont il était assis sur son cheval qui révéla à Dalton tout ce qu'il avait besoin de savoir. C'était un homme qui portait le poids de son peuple sur ses épaules et qui avait appris à ne pas se laisser abattre. Enshoba mit pied à terre à 20 pieds de Dalton. Il resta là, observant le fermier avec des yeux qui ressemblaient trop à ceux de Kimi. Puis il se tourna et regarda sa sœur, ses enfants, la maison derrière eux.
Quand il finit par parler, sa voix porta dans le silence du matin. Vous êtes l'homme qui a donné cette terre à ma sœur. Ce n'était pas une question. Dalton acquiesça quand même. Oui. Pourquoi? Dalton s'attendait à cette question. Il avait répété ses réponses dans sa tête toute la nuit. Mais debout ici, devant des centaines de personnes qui le regardaient et avec le poids de 20 ans qui pesait sur lui, tous les mots qu'il avait répétés lui semblaient vides de sens. « Ton père m'a sauvé la vie », dit-il simplement. « Je lui ai promis de rembourser cette dette. C'était la seule façon que je connaissais. » L'expression de Noba ne changea pas. « Mon père est mort il y a 6 ans. Tu aurais pu oublier cette promesse. La plupart des hommes l'auraient fait. La plupart des hommes ne devaient pas à Kurok ce que je lui devais. Que lui devais-tu? » Dalton prit une inspiration. C'était la partie qu'il n'avait jamais racontée à personne. La partie qui rendait la dette réelle. Il y a 20 ans, j'étais jeune et stupide. Je pensais connaître ces terres mieux que je ne les connaissais. Je suis parti seul à cheval pour explorer le territoire que je voulais revendiquer. Mon cheval m'a désarçonné dans un ravin. Je suis tombé de 9 mètres. Je me suis cassé la jambe à 2 endroits. Je me suis fait les 3 côtes. Quand j'ai cessé de rouler, je saignais d'une entaille au côté qui aurait dû me tuer. Il fit une pause. Le souvenir était aussi vif que la douleur l'avait été. Ton père m'a trouvé par hasard. Il traquait du gibier et a entendu mon cheval paniquer. Il est descendu dans la gorge. Et quand il m'a vu, il aurait pu continuer son chemin. Je n'étais personne pour lui. Un étranger qui n'aurait probablement causé que des ennuis à son peuple. Kimla écoutait maintenant, les yeux fixés sur Dalton. Mais il n'est pas parti. Dalton a continué. Il a bandé mes blessures avec des bandes de sa propre chemise. Puis, il m'a porté sur son dos pendant 3 kilomètres à travers un terrain accidenté jusqu'au village le plus proche. Il est resté avec moi jusqu'à ce que le médecin dise que je survivrais. Je perdais et reprenais conscience. Mais je me souviens de son visage. Je me souviens de la façon dont il m'a regardé quand j'ai essayé de le remercier. « Qu'a-t-il répondu » demanda Enshoba doucement. Il a dit « Un homme n'a pas besoin de remerciements pour avoir fait ce qui est juste. La vie est sacrée, quelle que soit la personne à qui elle appartient. » Puis il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Les airs du matin étaient lourds de non-dits. Derrière Neshoba, les personnes rassemblées étaient assises, immobiles comme des statues, écoutant chaque mot. Avant de partir, Dalton a dit « Je lui ai fait promettre de venir me trouver s'il avait besoin de quoi que ce soit. Je lui ai juré sur ma vie que je lui rendrais ce qu'il m'avait donné. » Il sourit et dit « Les mourants font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. » Mais j'étais sincère. J'ai gardé cette promesse dans mon cœur pendant 20 ans. Neshoba regarda sa sœur. Un silence complice s'installa entre eux. « Tu as abandonné tout ce que tu avais, » dit Neshoba en se tournant vers Dalton. « Ta terre, ta maison, ton avenir, pour une promesse faite à un homme mort, pour une dette envers un homme bon. » Neshoba s'approcha. Assez près pour que Dalton puisse voir les rides autour de ses yeux, les cicatrices sur ses mains, le poids du leadership qui ne s'était jamais vraiment allégé. « Mon père m'a parlé de toi, » dit Neshoba avant de mourir. Il disait avoir un jour aidé un jeune éleveur. Il disait que cet homme avait de l'honneur même s'il était stupide. Dalton faillit sourire à ces mots. Il n'avait pas tort. Il disait aussi, continua Neshoba, qu'il espérait que vous aviez oublié cette promesse, car porter une telle dette pendant des années serait un lourd fardeau. C'était vrai, admet Dalton, mais c'était à lui de le porter. Noba l'observa longuement, puis il leva la main et parmi les cavaliers rassemblés, 3 personnes descendirent de cheval et s'avancèrent. 2 hommes et la femme âgée, Ayana, qui portait quelque chose enveloppé dans un tissu. Elle s'approcha de Dalton et déballait l'objet avec précaution. À l'intérieur se trouvait un couteau, le manche sculpté dans de l'or, la lame usée, mais bien entretenue. « C'était celui de Kurok, » dit Ayana. « Il l'a porté toute sa vie. À sa mort, nous l'avons conservé pour quelqu'un qui mériterait de le recevoir. » Elle le tendit à Dalton. Il ne bougea pas. Il en était incapable. Sa gorge était nouée. « Je ne peux pas l'accepter. »« Tu le dois, » dit Diana avec fermeté, « car tu as honoré la mémoire de mon ami alors que le monde l'avait oublié. Tu as tenu une promesse alors que cela t'a coûté tout ce que tu avais. Cela te rend digne. » Dalton prit le couteau avec des mains qui n'étaient pas tout à fait fermes. Le manche était lisse à force d'avoir été utilisé pendant des années, chaud dans sa paume.
Nishoba s'approcha de lui, sa voix suffisamment basse pour que seul Dalton puisse l'entendre. Tu as donné une terre à ma sœur, mais tu as donné à mon peuple quelque chose de plus précieux. Tu nous as rappelé que l'honneur existe encore chez les hommes qui ne partagent pas notre sang. Il éleva la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Cet homme nous a montré ce que signifie garder la foi, honorer les morts en prenant soin des vivants. Nous sommes venus pour être témoins de cela, pour nous souvenir et pour nous assurer que le monde sache que Kimla n'est pas seul. Derrière lui, les personnes rassemblées commencèrent à désarçonner, non pas comme une menace, mais comme quelque chose de complètement différent. Ils étaient venus honorer une dette remboursée, et maintenant ils allaient s'assurer que la terre resterait entre les mains à qui elle appartenait. Le bruit des chevaux approchant du sud fit se retourner tout le monde. Warren Hayes chevauchait à toute allure, et cette fois, il n'était pas venu seul avec ses fils. 8 hommes l'accompagnaient, tous armés, tous avec une expression qui disait qu'ils s'attendaient à des ennuis. Warren s'arrêta net lorsqu'il vit les gens rassemblés. Son regard balaya les centaines de cavaliers, les familles qui descendaient de cheval, les enfants qui jouaient près de la maison où la fille de Kimla observait la scène, les yeux écarquillés. « C'est quoi ce bordel, Mercer? » La voix de Warren était forte, destinée à porter loin. « Tu déclenches une guerre », Nishoba s'avança avant que Dalton n'ait le temps de répondre. Il se déplaçait avec un calme délibéré, les mains visibles et vides. « Il n'y a pas de guerre ici, dit Nishoba. Seulement de la famille. Nous venons nous assurer que notre sœur a ce qui lui appartient. » Warren serra les mâchoires. Il regarda tour à tour Nishoba, Dalton et la maison où Kimla se tenait sous le porche. Takakota était à ses côtés. « Ce terrain a été vendu légalement, dit Warren. Il y a 20 ans, Mercer l'a acheté en toute légalité. Et hier, répondit Nishoba d'un ton calme, il l'a rendu, également en toute légalité. Les papiers ont été déposés à la mairie. Vous pouvez vérifier vous-même. Je sais ce qu'il a fait. Le cheval de Warren trépigna, sentant la frustration de son cavalier. Je suis ici pour vous dire que cela ne tiendra pas. La loi territoriale stipule que la propriété peut être contestée si le propriétaire ne peut pas l'entretenir. Et je ne vois pas comment une femme et 2 enfants pourraient exploiter un ranch de cette taille. Elle ne sera pas seule. Nishoba dit cela comme une menace. C'est un fait. La voix de Nishoba restait calme, mais quelque chose dans son ton avait changé. Ma sœur a une famille. Nous protégeons les nôtres et nous travaillons la terre qui nous est donnée, depuis toujours. L'un des hommes de Warren se pencha vers lui et lui murmura quelque chose. Le visage de Warren s'assombrit. « Vous pensez que le nombre m'effraie ?» dit Warren. « Vous pensez que le fait de vous présenter ici avec la moitié de votre tribu rend cela légal? » « C'était déjà légal avant notre arrivée, dit Nishoba. Nous nous assurons simplement que tout le monde le sache. » Warren reporta son attention sur Dalton. « Tu vas vraiment rester là et laisser faire? Les laisser prendre tout ce que tu as construit? » « Je ne les ai pas laissés prendre quoi que ce soit, » dit Dalton doucement. « Je l'ai donné librement pour rembourser une dette imaginaire envers un homme mort, pour honorer une promesse faite à un homme bon. » Warren cracha dans la poussière. « Tu es un imbécile, Mercer, et toi? » Il regarda Nishoba. « Tu penses que cela change quelque chose? Tu penses qu'un morceau de terre fait une différence? » « Cela fait une différence pour elle, dit Nishoba en faisant un signe de tête vers Kima. « Pour ses enfants, pour tous ceux ici qui se souviennent de l'époque où cette terre était la nôtre et où aucun document ne prouvait le contraire. Eh bien, c'est le cas maintenant, dit Warren. Et si vous ne pouvez pas la conserver, quelqu'un d'autre la prendra. Ou c'est ainsi que fonctionne ce territoire. Alors, nous la conserverons, dit simplement Nishoba. Les 2 hommes se regardèrent fixement. La main de Warren reposait sur son fusil, mais il ne le sortit pas. Il ne pouvait pas. Pas avec autant de témoins. Pas avec les familles présentes. Pas avec le soleil qui montait dans le ciel et le matin qui rendait tout ce qui avait été dit permanent. Finalement, Warren fit faire demi-tour à son cheval. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Si, répondit Nishoba, c'est fini. » Warren s'éloigna à cheval, suivi de ses hommes. Ils disparurent derrière la crête, laissant derrière eux de la poussière et de la tension. Lentement, les personnes rassemblées commencèrent à se détendre. Certaines retournèrent à leurs chevaux. D'autres se dirigèrent vers la maison, vers Kimi, lui adressant des mots dans une langue que Dalton ne comprenait pas, mais qu'il reconnut comme étant des paroles de réconfort. «
Yana s'approcha à nouveau de lui, son visage buriné, marqué par quelque chose qui pouvait être de l'approbation. « Tu t'es interposé entre eux, dit-elle. « Je ne me suis pas vraiment interposé, répondit Dalton. « Tu as tenu parole. C'est la seule chose qui compte. » Elle retourna vers les autres, laissant Dalton seul avec Neshoba. « Hayes reviendra, dit Dalton doucement. Laisse-le faire. » Neshoba regarda de l'autre côté de la propriété la terre où son père avait autrefois marché. Il trouvera la même chose qui l'attend, des gens qui ne bougeront pas. Il peut détester tout ça autant qu'il veut, mais la loi est la loi. Et plus que ça, c'est juste. Le juste ne gagne pas toujours. Non, Neshoba était d'accord, mais il a plus de chance quand les gens en sont témoins. Quand suffisamment de voix disent que c'est ainsi que cela devrait être, c'est pour cela que nous sommes venus. Non pas pour nous battre, mais pour être vus. Il se tourna vers Dalton. « Tu n'as plus de maison maintenant. Ce n'était pas une question. » Mais Dalton répondit quand même. « Non. Mon père voudrait que l'on s'occupe de toi, comme il s'est occupé de toi dans cette gorge. Je n'ai pas besoin de charité. » « Ce n'est pas de la charité, dit Neshoba. C'est la même chose que tu as donné à ma sœur. Un endroit où vivre, une chance d'appartenir à quelque part. » Avant que Dalton n'ait pu répondre, Takakota arriva en courant, le visage rayonnant d'excitation. « Le vieil homme dit que tu peux rester, dit le garçon, essoufflé. Dans la vieille grange, ce n'est pas la maison, mais c'est mieux que rien. Et maman dit que tu sais travailler la terre. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui sache quoi faire. » Kimla s'approcha derrière son fils. Son expression était complexe. « Vous n'êtes pas obligé de rester, dit-elle. Vous en avez déjà fait assez. Mais vous pourriez, ajouta rapidement Takakota. Si tu le souhaitais, dit Dalton en regardant le garçon, Kimimela et la terre qui s'étendait sous le soleil matinal. Il avait travaillé cette terre pendant 20 ans. 20 ans de sueur et de callosité au cours de saisons qui avaient mis à l'épreuve tout ce qu'il avait. Il avait abandonné, signé, fait la paix avec le fait de quitter tout ce qu'il avait construit. Mais debout ici maintenant, avec le garçon qui le regardait comme s'il comptait, avec l'espoir prudent de Kimla, avec l'offre discrète d'appartenance de Neshoba, Dalton réalisait quelque chose. Peut-être que la dette n'était pas encore entièrement payée. Peut-être qu'il y avait encore du travail à faire. « Je resterai, dit-il, tant que vous m'accepterez. » Takakota sourit. Les épaules de Kimla se détendirent légèrement et Neshoba posa une main sur l'épaule de Dalton. Le geste était bref, mais chargé de sens. Autour d'eux, les gens commencèrent à s'installer. Ils ne partiraient pas. Pas encore. Ils resteraient un moment. Ces témoins d'honneur aideraient à réparer les clôtures, à nettoyer les champs et à rappeler au monde que cette terre avait désormais une famille. Et au lever du soleil suivant, lorsqu'ils rentreraient enfin chez eux, ils emporteraient cette histoire avec eux. L'histoire d'un éleveur qui avait tenu sa promesse, d'une sœur qui avait retrouvé sa place, d'un honneur qui dépassait le sang et l'histoire, et toutes les choses qui divisaient habituellement les gens. Ils emporteraient cette histoire et s'en souviendraient. 3 semaines s'écoulèrent avant que les personnes rassemblées ne retournent dans leur camp. Mais pendant ces semaines, tout avait changé. Le corral avait été réparé. Les clôtures avaient été remises en état. Les champs qui étaient devenus sauvages avaient été défrichés et préparés pour les semailles. Les hommes et les femmes travaillaient côte à côte, leurs mains bougeant avec l'efficacité acquise par l'expérience de ceux qui savaient ce dont la terre avait besoin. Dalton travaillait parmi eux, non plus en tant que propriétaire, mais en tant que quelque chose de différent, quelque chose qui semblait plus honnête. Il leur montra quels champs étaient inondés par les fortes pluies, où coulait la meilleure eau, comment renforcer les murs de la grange contre le vent hivernal. Takakota le suivait partout, posant des questions plus vite que Dalton ne pouvait y répondre. Le garçon avait une énergie inépuisable, une curiosité qui ne le quittait pas. Il voulait tout savoir sur le travail de la terre, sur les chevaux, sur la façon de lire le temps dans la couleur du ciel. « Pourquoi attachez-vous les poteaux de clôture de cette façon ?» demanda Takakota un après-midi en regardant Dalton travailler. « Pour qu'il ne bougeât pas lorsque le bétail s'appuie dessus, » expliqua Dalton en tirant sur la corde. « Mais il n'y a pas de bétail ici, il y en aura. Ta mère aura besoin de bétail si elle veut que cette terre vous nourrisse. » Dakota réfléchit sérieusement à la question. « Tu m'apprendras à m'en occuper ?» Dalton regarda le garçon
Il vit Kurok dans la forme de son visage, dans la façon dont il se tenait, prêt à affronter tout ce qui pourrait arriver. Oui, répondit Dalton, je t'apprendrai. Kimimela observait ces échanges de loin. Son expression était impossible à déchiffrer. Elle s'était jetée dans le travail avec une détermination qui frôlait la férocité. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Chaque soir, elle était la dernière à se coucher. Mais Dalton remarqua que ses épaules avaient perdu une partie de leur tension. La façon dont elle souriait quand elle lui riait. La façon dont elle regardait désormais la terre. Non pas comme quelque chose qui pourrait lui être enlevé, mais comme quelque chose qui lui appartenait. Un soir, alors que les équipes de travail se préparaient à partir, Nishoba trouva Dalton près de la grange. « Mon peuple reviendra au printemps, » dit Nishoba, « pour aider au semail, et si Hayes revient, nous en serons informés bien avant son arrivée. Vous n'avez pas besoin de continuer à veiller sur nous, » dit Dalton. « Oui, répondit Nishoba, nous le faisons, parce que c'est plus qu'un simple lopin de terre maintenant. C'est la preuve que les choses peuvent être différentes, que l'honneur a encore un sens. Nous en avons autant besoin que vous. » Il posa sa main sur l'épaule de Dalton, le même geste qu'il avait fait quelques semaines auparavant, mais avec quelque chose de plus profond cette fois-ci. L'acceptation, la fraternité. « Mon père a fait le bon choix, » dit Noba quand il t'a sorti de cette gorge. Puis il est parti, ramenant son peuple chez lui sous des étoiles qui semblaient plus proches qu'elles ne devaient l'être. Dalton se tenait seul dans le silence, écoutant les bruits de la nuit, les grillons, le vent dans l'herbe, le bruit lointain des chevaux qui s'installaient dans le corral. Il avait abandonné tout ce qu'il possédait, perdu la terre qu'il avait travaillée pendant 20 ans. Il aurait dû se sentir vide, perdu. Au contraire, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Derrière lui, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant. Kimimela sortit, enveloppée dans un châle pour se protéger de l'air frais. « Les enfants sont endormis, » dit-elle. Dalton acquiesça. Ils avaient pris cette habitude au cours des dernières semaines, se tenant debout dans un silence confortable, regardant la terre s'endormir dans la nuit. « Merci, » dit Kimimela doucement. « Tu l'as déjà dit, je sais, mais je continuerai à le dire. » Elle s'approcha pour se tenir à côté de lui. « Ce que tu as fait, ce à quoi tu as renoncé, je ne pourrai jamais te rembourser ça. Tu n'es pas censé le faire. » Dalton répondit, « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Alors, comment ça marche? Dalton réfléchit à cela, à Kura qu'il avait porté à travers des contrées difficiles, aux promesses tenues pendant des décennies, à l'honneur qui transcendait tout ce qui divisait habituellement les gens. « Je pense, dit-il lentement, que nous continuons simplement à avancer, à travailler, à enseigner à vos enfants ce que cette terre signifie. C'est une récompense suffisante. » Kimimela est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Takakota m'a demandé hier si tu allais rester pour toujours. Que lui as-tu répondu? Que je ne savais pas que c'était ton choix. » Dalton a regardé la maison, la terre qui s'étendait sous la lumière des étoiles, tout ce qu'il avait donné et qui lui était revenu d'une manière ou d'une autre, sous une forme différente. « Je reste, » a-t-il dit. « Tant que tu m'accepteras. » Kimimela sourit. Elle sourit vraiment. C'était le premier vrai sourire qu'il voyait chez elle. « Alors tu ferais mieux d'être prêt. Les semailles de printemps sont un travail difficile et Takakota va te noyer sous les questions. Je peux m'en occuper, » dit Dalton. Et il le pouvait, car il ne s'agissait plus de propriété. Il ne s'agissait pas de dette, de promesses ou même d'honneur. Il s'agissait d'appartenance, de trouver un endroit où votre travail comptait et où votre présence avait du sens, de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. Le fermier avait donné sa terre à une famille qui en avait besoin. À l'aube, toute leur tribu était venue voir à quoi ressemblait l'honneur. Et au final, chacun a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Un foyer, une famille, une raison de continuer à aller de l'avant. La terre s'en souviendrait. Les gens transmettraient l'histoire. Et dans quelques années, lorsque Takakota serait grand et enseignerait à ses propres enfants comment travailler ses champs, il leur parlerait du rancher qui avait tenu sa promesse, l'homme qui avait prouvé que certaines dettes valaient la peine d'être payées, quel qu'en soit le prix. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable de la frontière, où le courage et l'honneur façonnent les destins d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à laisser un super chat
pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour